Le thème de notre journée est un thème qui rassemble. D'abord parce que le corps n'est pas un terme uniquement utilisé dans le milieu psychanalytique, mais également du fait que c'est un signifiant, souvent associé à l'idée de faire unité. Pour exemple, pensons aux expressions telles que celle d'appartenir à un corps de métier ou encore de faire corps avec. C'est dans cette logique que nous nous saisissons de cette note de bas de page dans Le Moi et le Ça, où Sigmund Freud vise à préciser ce qu'il entend par le fait que le moi est avant tout un moi corporel. Il précise donc que le moi est finalement dérivé de sensations corporelles, principalement de celles qui ont leur source dans la surface du corps. Il peut ainsi être considéré comme une projection mentale de la surface du corps, et de plus, il représente la surface de l'appareil mental. Cette indication de Freud attire notre attention à ce qu'elle ouvre à ce que Jacques Lacan développera plus tard concernant le stade du miroir, ce moment jubilatoire où le petit homme se reconnaît dans le miroir. Relevons notamment ce qu'il nous indique que l'image spéculaire, qui est cette forme qui situe l'instance du moi, dès avant sa détermination sociale, dans une ligne de fiction, à jamais irréductible pour le seul individu, ou plutôt qui ne rejoindra qu'asymptomatiquement le devenir du sujet, quel que soit le succès des synthèses dialectiques par quoi il doit résoudre en tant que « je » sa discordance avec sa propre réalité. Nous entendons ici comment le corps et le moi ont en commun d'être particulièrement organisés sous la forme du leurre d'une unité. Leurre fondamentalement nécessaire, mais leurre tout de même. Lors d'un colloque organisé par le RPH École de psychanalyse en 2008 intitulé « Quel hôte dans la gestation pour autrui ?», la philosophe Sylviane Agacinski insistait notamment dans son intervention sur l'esprit de la loi française qui se fonde sur une identification entre la personne et son corps. Nous retrouvons donc dans la loi une reconnaissance, il nous semble, de cette alliance moi et corps. Pour revenir à l'introduction du stade du miroir par Lacan, nous pouvons voir qu'il nous sensibilise déjà dans ce texte au fait que le moi et le je sont à différencier. Ou plutôt, pouvons-nous dire que le discours issu du moi et celui issu du je ne sont pas des discours faits du même bois. Nous l'avons dit, le moi est une instance foncièrement imaginaire qui, tout comme le corps, est au premier plan dans la rencontre avec l'autre, le petit autre, notre semblable. L'expérience psychanalytique confirme à chaque instant combien le discours issu du moi est un discours qui trompe. En premier lieu, il trompe celui qui s'y reconnaît, mais également il participe à tout ce jeu social des apparences, des paroles sans consistance, mais pas sans effet. Dire cela ne vise pas à soutenir qu'il serait possible de s'en passer et qu'un discours qui ne serait pas du semblant serait possible tout le temps. Mais il s'agit de signaler que si le moi est trompeur et que sa constitution ne peut s'affranchir de prendre appui dans les expériences du corps, il n'est pas surprenant que le corps soit un des lieux privilégiés d'expression de ce même leurre, voire du symptôme. C'est en tout cas ainsi que je me saisis de ce que le docteur de Amorim a pu dire du fait que le symptôme, c'est pour le divertissement. L'expérience clinique nous indique au quotidien combien le moi peut méconnaître le corps. Dans des formes souvent plus radicales, la clinique des psychoses nous enseigne sur le fait que le corps et son investissement, ça ne va pas de soi. Le cas de négation d'organes en sont une des expressions les plus extrêmes, mais la manière dont un être de structure psychotique peut se présenter de façon négligée en consultation, parfois, ou refuser des soins dentaires, des examens gynécologiques, signale tout autant combien construire une intimité supportable et même agréable avec son corps ne va pas de soi. Si j'introduis mon propos par cette voie, c'est que le titre de ce colloque précise qu'il s'agit d'aborder le corps, mais surtout le corps en psychanalyse. Et si la psychanalyse offre la possibilité d'une construction du corps, c'est par l'effet des signifiants et du grand autre barré. Loin de tout ce que nous pouvons trouver comme discours commun sur les bienfaits de telle ou telle pratique du corps, ces bienfaits ne seront possibles que si l'être accepte de ne plus s'associer avec le moi en le laissant se gonfler d'imaginaire, au point de méconnaître que si son corps ne lui appartient pas, car ce n'est pas un bien mais un lieu d'habitation temporaire, il en a bien la responsabilité. C'est en ça que la psychanalyse porte un autre discours sur le corps, un autre barré. Rappelons-nous d'ailleurs que Freud avait la précaution de ne pas vouloir que la psychanalyse devienne une discipline médicale, ayant saisi combien son objet n'est pas le même.
Force est de constater que dans la médecine actuelle, le corps tend encore à être confondu avec l'organisme. Et cet organisme et les éléments qui le constituent sont toujours davantage différenciables, voire remplaçables, du fait de l'évolution des techniques médicales. Sur cet abord par la médecine, je m'appuierai ici sur un écrit de Jean Clavreul, écrit un peu ancien puisqu'il date de 1978, mais qui m'a beaucoup intéressée. Il s'agit de l'ordre médical. L'auteur y développe au départ un argument assez critique de la médecine, parfois même caricatural à certains moments, mais qui a l'intérêt de mettre en exergue que la médecine est à saisir du côté d'un discours dont l'objet est la maladie. En réintroduisant la spécificité de ce discours et de son articulation avec le discours universitaire, celui qui compile les savoirs, cela nous indique en quoi il ne peut être attendu qu'il devienne un discours psychanalytique. Pour sa réflexion, vous vous en doutez, Clavreul s'appuie sur les 4 discours développés par Lacan, et il rappelle que ces discours ne peuvent se saisir qu'en tant qu'ils sont interdépendants. Ce rappel était heureux pour moi. En effet, je m'intéresse aux pratiques médicales de procréation, et ces dernières et leurs évolutions ne sont possibles qu'en fonction d'une modification des lois qui les encadrent. Cette marche commune entre l'ordre du droit et l'ordre médical ne va pas sans soulever les passions humaines, et pas seulement du côté des patients et des patientes. Les changements qu'introduisent les inventions humaines dans le domaine de la biologie peuvent sidérer si l'on commence à envisager leur implication pour le futur de l'espèce humaine. Pour autant, si nous sommes tous confrontés à ce type de discours en divers endroits, la psychanalyse offre à l'être la possibilité de s'en déprendre. Revenons à cet abord par la médecine. Comme nous l'évoquions dans cet écrit, Clavreul montre bien comment le corps et l'organisme sont traités comme équivalents dans le discours médical. Il écrit « La lésion organique a le statut de l'écrit, celui qui indique le destin, celui qui permet d'interpréter la maladie, son évolution, l'inconstance des symptômes, leur caractère trompeur. L'inscription corporelle a le statut de ce qui ne trompe pas et peut donc se substituer aux hypothèses sur l'être. Au-delà de cette absence de différenciation entre l'organique et le corporel, relevons ce que l'auteur souligne concernant le médecin qui, cherchant des signes de la maladie pour pouvoir établir un diagnostic, se confronte à des symptômes au caractère trompeur. Peut-on entendre que ce caractère-là est justement l'indication qu'ils ont affaire à un corps et non seulement à un organisme ? C'est ce qu'il nous semble. L'auteur relève d'ailleurs cette pratique de plus en plus répandue qui consiste dans les services médicaux à se réunir autour du dossier du malade et non en sa présence. Sorte de tentative d'objectivité toujours mise en difficulté lorsqu'il s'agit de l'être parlant. Ce à quoi le médecin a également affaire, nous le savons, c'est à la demande, et celle-ci vient de plus en plus souvent avec un symptôme, qu'il soit psychique, corporel ou organique. À partir de là, généralement, une souffrance se fait jour. Selon la cartographie établie par le Dr Dehamorim, pour parler de symptômes, il est nécessaire que le malade ou le patient indique que ce dernier le fait souffrir afin qu'il entre dans le dispositif clinique. Jean Clavreul, dans son texte, tente de donner de son côté un statut spécifique à la souffrance. Il précise qu'il s'agit de ce qui inclut la douleur, mais désigne plus généralement l'état de tension interne qui doit s'achever par une résolution, tout particulièrement dans la crise qui marque l'acmé et la fin des affections aiguës décrites par les anciens auteurs. Souffrance donc, au sens où on dit qu'une lettre, un colis est en souffrance, c'est-à-dire en attente. Or, il n'est nullement évident que cet état de tension de l'organisme soit à considérer seulement sous l'angle de la douleur. Peu après, il évoque ces situations de souffreteux dont personne ne songe qu'ils pourraient vivre sans leur petite misère. Entendons ici comment cette souffrance en attente appelle à l'offre psychanalytique, la seule qui accueille, il me semble, excusez-moi, la seule qui accueille, il me semble, celle-ci sans s'empresser de tenter de la faire disparaître, mais pour en saisir les coordonnées signifiantes. Plus loin, il poursuit. La souffrance du malade est toujours aussi attente de la retrouvaille avec l'objet A. Rappel de l'espoir qu'une main secourable et providentielle a su ce qui convenait pour assurer une jouissance retrouvée de son propre corps, et l'a su d'un savoir que lui-même ne pouvait avoir, dans la confusion où il était de ses sensations informulées. Aussi attend-il qu'un autre, le médecin, détienne la vérité sur sa souffrance et l'apaise. Je vais prendre l'invitation.
Ici, l'auteur nous renvoie à ce moment où le petit homme arrive au monde et est interprété par un autre, souvent sa mère. Il nous oriente à entendre cette demande dans toute la confusion qu'elle suppose. Ainsi, les enjeux de l'articulation du besoin, du désir et de la demande sont au rendez-vous dans la consultation médicale. En reprenant l'enseignement de Lacan, il nous décrit qu'il y a un discours qui préexiste dans lequel l'appel, qui a place dans le discours maternel, cesse d'être un cri pour devenir parole. Il prend place dans le langage, ou plutôt dans la langue dite et bien dite, la langue maternelle. Il devient parole, c'est-à-dire suspect d'être menteur. Ainsi, nous y revenons par plusieurs voies. S'intéresser au corps, c'est s'intéresser à l'organisme habillé par les signifiants. Or, cette construction s'est faite par l'entrée dans le discours de l'autre, et en cela, elle emporte les traces signifiantes, voire les entaille. Poursuivons maintenant en nous penchant plus spécifiquement sur l'évolution des pratiques médicales concernant donc la reproduction, titre de mon intervention, et notamment les nouvelles formes possibles de la procréation médicalement assistée. Dans son livre paru en janvier 2024 et intitulé « La tyrannie de la reproduction », le professeur René Friedman, médecin de la reproduction, nous présente un état des lieux des avancées de cette spécialité. Je ne vous listerai pas toute l'étendue de ces nouvelles possibilités, mais pour vous donner un aperçu de la complexité introduite par les interventions possibles sur l'organisme, je vous en indique quelques-unes. Tout d'abord, il est possible aujourd'hui de prélever le noyau de l'ovule d'une femme, les mitochondries contenues dans le cytoplasme ovocytaire d'un ovule d'une autre femme, et qu'une troisième femme accepte de porter un embryon qui aura été constitué à partir de ses gamètes, avec l'apport des gamètes d'un homme. Si un nouveau-né arrive ensuite au monde, il pourra encore être élevé par une autre femme et un autre homme que ceux dont sont issus ses gamètes. Également, il est possible aujourd'hui de greffer un utérus le temps de rendre possible une grossesse ou davantage. Ensuite, il est nécessaire de le retirer car cette greffe nécessite des traitements anti-rejet lourds. Encore, les chercheurs explorent la possibilité de l'ectogénèse totale, souvent nommée utérus artificiel, ou l'ectogénèse partielle, notamment pour permettre une prise en charge encore plus précoce des naissances prématurées. Si toutes ces pratiques interviennent sur l'organisme et ses constituants, la demande qui les sous-tend est venue par le moi. Excusez-moi. L'auteur rappelle lui aussi comment ce qui est possible techniquement ouvre rapidement une demande. Il relève d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'un acte médical est remboursé par la sécurité sociale qu'il en devient un droit. Cette question du droit à l'enfant, de la volonté du moi, est relevée par nombre d'acteurs de cette spécialité médicale. François Ansermet, qui travaille depuis longtemps sur ces nouvelles pratiques à partir de la psychanalyse, en fait de même lorsqu'il nous dit « Ce qui est possible devient l'objet d'un désir. On peut même le vouloir à tout prix. On peut passer du désir au vouloir jusqu'à faire du possible un devoir. » Ici, nous trouvons dans cette expression « à tout prix » la présence de ce que le docteur De Amorim a théorisé sous le terme d'organisation intramoïque. Ce déchaînement des organisations intramoïques, nous le repérons également lorsque René Friedman souligne le risque que ces techniques donnent lieu à des usages dangereux, telle cette femme aux États-Unis à qui un médecin a transféré 8 embryons d'un coup, la dame ayant déjà 6 enfants. Comment ne pas entendre le désir de toute puissance à la fois du médecin et de cette femme ici? Ce que je vise à souligner ici est la manière dont les médecins sont aux prises avec des demandes dont les enjeux sont loin de se limiter à ce que le champ médical pense offrir, soit, dans le cas de la congélation ovocytaire par exemple, la possibilité d'avoir un enfant ou de devenir mère. Pour donner quelques repères, la technique de vitrification d'ovocytes a été établie en 2005 et a commencé à être utilisée en France en 2011, dans le cadre de la préservation de la fertilité pour raisons médicales. Depuis la modification de la loi de bioéthique de 2021, la cryoconservation des gamètes est possible pour les femmes entre 29 et 37 ans sans raison médicale. Dans cette démarche, les femmes n'ont à régler que le coût de la conservation des gamètes. Cette possibilité a tant de succès que les services ayant obtenu l'autorisation de pratiquer cette autoconservation pour raisons sociétales sont débordés par les demandes, ce qui rend les parcours longs. Il est à souligner que l'esprit de la loi de la bioéthique, modifiée en 2021, met au premier plan le projet parental.
Notons déjà ce remplacement de plus en plus fréquent des signifiants père, mère, maternelle, paternelle au profit de parents ou parental, qui nous interpelle par l'effacement de l'altérité qu'il implique. Si donc le projet se présente dans la loi comme parental, la clinique ne nous semble pas confirmer qu'il soit évident que le recours à cette congélation s'inscrive toujours avec cet horizon d'un devenir parent. En effet, des patientes ayant envisagé d'y faire appel ont pu dire en séance qu'elles n'étaient pas du tout sûres de désirer devenir mères, mettant surtout en avant leur volonté de se prémunir contre un futur funeste, celui où elles désireraient devenir mères trop tard ou qu'elles n'arriveraient pas à tomber enceinte. Cet abord de leur corps et de sa capacité gestatrice comme marquée d'un impossible nous semble une invitation à en apprendre davantage sur le rapport qu'elles entretiennent avec lui et leur sexe féminin. C'est ici que le clinicien peut venir proposer le dispositif psychanalytique. C'est également par cette voie qu'il semble possible d'examiner ce qui nourrit un tel engouement pour ce nouvel horizon des pratiques de PMA et examiner quelles sont les dynamiques intrapsychiques qui sous-tendent ce passage d'une inquiétude sur la possibilité que le corps d'une femme puisse permettre une grossesse à une injonction à la préservation, afin de construire une nouvelle voie, celle de la castration.